France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10. Et un grand entretien donc sur la crise de l'immobilier ce matin. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Deux invités pour en parler. Ingrid Nappi, vous êtes économiste, professeur à l'école des ponts ParisTech, directrice de recherche à l'Institut Louis Bachelier. Charles Marinakis, président du réseau d'agences immobilières Century 21. Il y en a 950 en France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter. Il y a ce chiffre dévoilé lundi au Figaro par vous, Century 21. Fin septembre, les ventes d'appartements étaient en baisse de 27% sur un an. Et puis il y a tout ce qu'on entend depuis des mois. Je ne trouve pas d'appart à louer. La banque ne me fait pas de prêt ou alors à des taux d'intérêt délirants. On ne vend pas, on ne peut plus acheter ni louer. Tout est bloqué. Alors que se passe-t-il sur le marché immobilier? Comment décririez-vous la situation, Charles Marinakis? Alors, je ne sais pas si c'est une bombe sociale, mais c'est une tension sociale. En tout cas, ça, c'est certain. Le marché est tendu. Alors, on peut pas dire non plus qu'on peut plus ni acheter ni vendre, mais il est vrai que l'augmentation brutale, si vous voulez, des taux d'intérêt sur quasiment 18 mois, où ils ont été multipliés par 4, a créé un frein très significatif à la transmission et à l'accession à la propriété immobilière. C'est ce qui crée les tensions sur les marchés de la transaction de l'ancien. Mais je crois qu'en fait, on vit une situation qui est un peu inédite, c'est que ce sont superposer des facteurs négatifs, si vous voulez, et qu'on n'avait pas connus depuis au moins 10 ans. Lesquels, par exemple? Parce que la hausse des taux, évidemment, c'est ce qui écrase tout. Le fait qu'avant, on empruntait à 1% Exactement. Et qu'aujourd'hui, on emprunte à 4%, minimum. Oui, mais c'est venu se superposer typiquement à l'inflation tout court et à la baisse du pouvoir d'achat tout court. Vous savez, le logement, c'est la première dépense des Français. C'est un peu plus de 30% de leur budget. Quand le reste à vivre diminue de facto, si vous voulez, la quote-part que vous pouvez consacrer au logement diminue. Ça, c'est le jeu de l'inflation tout court, de la facture énergétique qui a diminué globalement le pouvoir d'achat des Français. Et au-delà de cette diminution naturelle du pouvoir d'achat, est venue s'ajouter une diminution du pouvoir d'achat immobilier par la hausse des taux. Et l'agrégat des deux, si vous voulez, crée une vraie tension sur les possibilités d'accès à la propriété. Et un blocage. Ingrid Nappi, Édouard Philippe a parlé ce week-end de bombe sociale. Il a même ajouté, on va vivre une séquence explosive. Est-ce que vous utilisez les mêmes mots? Bombe sociale, situation explosive, vous aussi? C'est une situation qui est très tendue. C'est une situation qui est liée également, donc on l'a bien dit, à une crise financière des taux d'intérêt qui montent, surtout une diminution des quantités de crédits accordés, ça c'est important. Ça, bien sûr, ça désolvabilise de nombreux ménages, et notamment parmi les plus jeunes, les primo-accédants et ceux qui ont un taux d'effort plus important. C'est également une précarité énergétique qui est liée à la facture énergétique qui s'est accrue avec la crise ukrainienne. Mais c'est aussi, au-delà des ménages, une crise de l'ensemble du secteur économique immobilier. C'est ça qui est important. C'est surtout une crise des promoteurs immobiliers. C'est-à-dire la parle construction. beaucoup. C'est la construction, parce que, bien sûr, les taux d'intérêt, c'est également les frais financiers des promoteurs qui montent. Promoteurs s'endettent énormément pour construire. Donc, ce sont les frais financiers, mais c'est également les coûts de construction, parce que les matériaux de construction deviennent rares. Il faut changer des manières de construire. C'est également la rareté du foncier. Au-delà des promoteurs, c'est également une crise des investisseurs immobiliers parce que quand les taux d'intérêt montent, la valeur des actifs qu'ils détiennent diminue. Donc c'est un peu embêtant quand on s'est endetté et qu'on a en face de la dette une valeur d'actifs qui diminue. C'est également une crise des notaires, c'est également une crise de tous ceux qui font la transaction de l'immobilier. Donc c'est une crise qui est en train de se répandre sur tout un secteur économique qui est très lourd dans l'économie, puisque rien que le bâtiment, on parle toujours de la construction, c'est déjà 7 à 8% du PIB, mais si on ajoute les activités dites tertiaires de l'immobilier, les agents immobiliers, les promoteurs immobiliers, les activités des notaires, on est le total 20 à parfois 25% quand tout va bien. Donc on voit que c'est une énorme 25% du PIB quand tout va bien. Donc on comprend bien que généralement aussi les crises immobilières sont la conséquence de crises financières, bancaires, on l'a vu avec les subprimes. Et donc on voit bien que c'est tout un secteur qui subit simplement la hausse d'un taux d'intérêt, mais ce n'est pas que ça, et bien évidemment, ça c'est une cause conjoncturelle, mais derrière subit 20 années d'un changement de paradigme. Est-ce que,
pour vous, la situation est temporaire? Est-ce qu'elle peut se débloquer d'ici 6 mois, par exemple, après les JO, comme on l'entend parfois? Ou non, c'est une situation durable qui peut être amenée à durer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, Charles-Marie Nakis? Alors, je ne suis pas sûr que les JO vont arranger les choses, a fortiori dans les secteurs. C'est pour ça que ça peut être un point de bascule. Je comprends bien votre question. Non, je crois que ça dépend. Le logement, en fait, vous savez, c'est comme vous venez de le rappeler, c'est 3 segments. En fait, ils répondent pas des mêmes stimuli et aujourd'hui, on n'observe pas les mêmes stigmates. Vous avez la construction neuve, et vous l'avez rappelé, qui est en panne pour différentes raisons. Vous avez la transaction dans l'ancien et puis vous avez le parc locatif. En fait, si vous voulez, la construction neuve, elle est directement tributaire des mesures gouvernementales et vous le voyez avec les récentes décisions du gouvernement sur les aménagements fiscaux, l'aménagement du territoire. Ça, c'est une vraie politique de long terme et je partage votre avis. Ça n'a pas été correctement géré sur les 20-30 dernières années alors que c'est une préoccupation majeure de l'organisation de la société. Ensuite, vous avez la partie location. Là aussi, le législateur a une vraie responsabilité. C'est lui qui fixe le plafond des loyers, c'est lui qui décide si on peut utiliser Airbnb ou pas, si on peut ou pas sortir l'investissement du parc locatif privé ou pas. Et là, il a un rôle à jouer et typiquement sur la location, il ne le joue pas du tout parce que on est en panne sèche sur le sujet de la location. Et je le redis, ce que j'avais déjà eu. Mais on va parler de la location, mais par rapport à ce que vous disiez, oui. Et sur sur le la troisième partie élément, transaction, oui. Ça va s'autoréguler si vous voulez, mais c'est un temps long. Le temps de l'immobilier, c'est un temps long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on observe baisse des volumes, vous l'avez dit, un peu plus de 27% de volume en moins. On commence à observer aussi, si vous voulez, l'allongement du temps de transaction, plus 8 à 10 jours. On a dépassé les 90 jours, on a 94 jours de délai de vente. On commence à voir la baisse des surfaces. C'est-à-dire, en fait, tous les leviers ont été bloqués. Tout baisse. Tout est bloqué. Et enfin, maintenant, les prix commencent à baisser. Sauf que ce cycle-là, c'est un cycle long. Voilà, mais c'est-à-dire, vous voyez quand est-ce que ça va se débloquer? Ça ne se débloquera pas avant septembre de l'année prochaine. Ça va se débloquer petit à petit, si vous voulez, parce que vous avez ajouté à ça une territorialisation de l'immobilier. Il n'y a plus un marché de l'immobilier, il y a des marchés de l'immobilier. Donc il y a des endroits où ça va se débloquer plus vite que d'autres, et des endroits à forte tension où ça va rester comme ça. Vous voyez quoi? Moi, l'oracle économiste. En plus, s'ajoute une difficulté majeure, c'est que on subit le réchauffement climatique, et donc on sait très bien aussi que le bâtiment, les villes sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Donc la solution de décarboner, notamment l'économie, décarboner les villes, ça passe par le bâtiment. Et on sait également que le parc de logement est un parc pratiquement à moitié obsolète. Donc, il y a les partisans de construire et il y en a d'autres qui disent non, il faut d'abord rénover, réallouer le parc qui a été un peu désorienté ces 20 dernières années et de se concentrer d'abord sur l'existant, de recycler l'existant. Il y a énormément d'emplois à créer, il y a énormément de travaux à effectuer. Les filières sont encore désorganisées, mais elles sont en train de se créer et de s'organiser. Mais on voit bien que c'est un temps long à nouveau. On ne pourra pas faire ça très rapidement. Sur le marché locatif, il y a un facteur de tension, c'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui classe en gros de A à G la consommation d'énergie de l'appartement ou son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, les logements flanqués d'une étiquette énergétique G seront considérés comme interdits à la location à partir de 2025. Puis ce sera les F, les E, les E en 2034 seront interdits. Est-ce que ça veut dire des milliers, des centaines de milliers de logements qui vont sortir du marché locatif? Oui. Au nom de l'écologie, on le comprend bien, mais est-ce que cette décision, par exemple, vous semble trop abrupte, comme disent certains politiques? Je crois que tout le monde peut être d'accord, tout le monde ne peut être que d'accord sur la philosophie de la décision. Et nous, on est évidemment en phase avec ça. On avait déjà appliqué évidemment les DPE lorsqu'ils avaient été mis en œuvre. Le problème, c'est qu'une fois de plus, il vient s'ajouter à un dispositif qui est déjà en souffrance. En fait, le parc locatif, si vous voulez, il est alimenté par la construction neuve parce que 50% des logements du neuf ont pour vocation d'être mis sur le parc locatif privé. C'est tout l'objectif de l'exonération fiscale, vous le savez. C'est-à-dire, vous achetez et vous mettez en location. Donc, tout ce qui ne vient plus du parc neuf aujourd'hui qui est en souffrance n'alimente plus naturellement le parc locatif privé. Symétriquement, la partie transaction, quand vous êtes locataire et que vous avez un projet d'acheter, vous quittez votre logement. Donc, vous remettez sur le parc locatif privé un logement disponible. Comme la transaction est crispée à moins 27%, et vous ne pouvez plus acheter, vous ne quittez plus votre logement. Donc, si vous voulez, l'approvisionnement de logements sur le parc locatif privé, c'est asséché parce que ces deux principales sources sont taries,
aggravé par le plafonnement des loyers, aggravé, vous venez de le dire, par les passoires thermiques, aggravé par la location meublée professionnelle ou non professionnelle, aggravé par les plateformes de location à courte durée. Et là, on revient sur les Jeux Olympiques où là, tout le monde fantasme. Voilà. Tout le monde fantasme de louer son appartement à prix d'or pendant les Jeux Olympiques. Évidemment. Et c'est ce qui va se passer ? C'est ce qui va se passer, bien sûr. Et peut-être que le gouvernement attend, avant de durcir sa législation sur Airbnb, que les JO soient passés. C'est possible. Ça pourrait être une stratégie. Je n'avais pas imaginé comme ça, mais en tout cas, on est en retard par rapport à New York. New York, ça n'existe plus. Là, vous avez entendu ce matin à la ville de Florence, en Italie. Moins de 30 jours, vous ne pouvez plus louer. En Italie aussi, oui, effectivement. Là, toutes les grandes capitales, grandes villes. Peut-être que vous avez raison. Ils n'ont pas les JO. Non, mais peut-être que le gouvernement se dit, on laisse les gens s'enrichir 2-3 semaines, louer leur appartement, et après on durcira. Je ne sais pas. Pourquoi pas, ça pourrait être une stratégie. Allez, on va au standard de France Inter. Il y a beaucoup de questions d'auditeurs ce matin. Viviane, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, on vous écoute. Voilà, moi je voudrais ajouter comme élément à la raréfaction du marché locatif le fait que la loi protège énormément les locataires et qu'il est très très difficile de se débarrasser d'un locataire qui soit ne paye pas, soit est hors bail. Et que nous en avons fait l'amère expérience. On a mis 2 ans et demi en fait à se débarrasser du locataire. Et encore, c'est parce qu'il a fini par partir, mais sinon, je pense qu'on y serait encore. Donc ça, à mon avis, je connais beaucoup de gens autour de moi qui n'ont plus envie de louer parce que ça crée énormément de problèmes et finalement beaucoup plus de problèmes que de revenus finalement quand on compte tout. Merci Viviane pour cette question. Charles Marinakis. Ben c'est vrai. Oui. Oui, vrai. La loi protège plus les locataires. Oui, c'est une particularité en France, c'est peut-être aussi heureux, mais ça explique aussi beaucoup pourquoi de gros investisseurs qui investissaient à très long terme dans l'investissement locatif se sont désengagés de ce segment de marché pendant 20 ans et ont mis justement à mal le marché immobilier. En fait, si vous voulez, ce que je trouve dommage, c'est que ça fait des années qu'on oppose bailleurs et locataires. Je crois qu'il faut rétablir une situation de confiance entre un bailleur et un locataire. Derrière chaque locataire, il y a un bailleur, fût-il un bailleur social d'ailleurs, c'est aussi une partie du parc locatif, mais il peut pas y avoir sans aller une relation de défiance entre un bailleur et un locataire, et a fortiori un déséquilibre législatif entre la situation du bailleur et celui du locataire. Sylvain nous appelle de Bordeaux. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, merci pour vos émissions. Merci à vous. Voilà, je voulais poser une question à vos invités. Effectivement, donc parmi eux et parmi d'autres acteurs du secteur, poussent à une baisse des prix, mais où des personnes ont éventuellement acheté il y a quelques mois et ont des grandes difficultés maintenant pour vendre. Je voulais savoir ce qu'ils en pensaient. Pensent-ils notamment que l'augmentation des taux n'a pas été trop brutale, trop soudaine? Charles Marinakis. Alors oui, l'augmentation des taux a-t-elle été trop brutale? La réponse c'est oui, et c'est ce qui a tout d'un coup freiné et déséquilibré le marché. Est-ce que malheureusement, si vous voulez, l'immobilier c'est pas un produit de spéculation, c'est un produit de capitalisation. Quand on achète sa résidence principale, c'est pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, et effectivement celles et ceux qui ont acheté récemment et qui sont contraints de vendre, ils vont se trouver confrontés à la difficulté de la baisse des prix. Mais c'est pas la philosophie originelle de l'investissement de la résidence principale. Il a été dit jamais nulle part que quand on achète un bien immobilier, il faut le revendre 3 ans après avec une plus-value de 20 ou 30%. C'est l'échelle du temps. Alors les prix baissent pas beaucoup. 3% au niveau national, 10% en Ile-de-France, par contre, ça baisse pas mal en Ile-de-France. Et à l'inverse de notre auditeur, il y a un autre auditeur, Wagen, sur l'appli d'Inter, qui dit ne pensez-vous pas simplement que l'immobilier est devenu beaucoup trop cher ces dernières années et que les gens attendent simplement que les prix baissent pour pouvoir acheter ? Alors, il y a un effet psychologique aussi à accepter la baisse des prix des vendeurs, de la part des vendeurs. Donc, on dit, on va attendre, je l'ai acheté récemment, ou j'ai acheté ce bien pour en faire un objet spéculatif, parce que ça existe quand même une bonne partie. Sauf que c'est pas la vocation. C'est pas la vocation, mais ça a été un des résultats des niches fiscales. C'est vrai que les gens attendent. Parce qu'on envisage aussi que l'inflation va pouvoir être maîtrisée, ça va dépendre aussi des contextes politiques, parce que l'inflation, il faut aussi l'expliquer de différentes façons. Et donc, vraisemblablement, les gens attendent jusque 2024, 2025. Je te dis ça. Benjamin nous appelle de Saint-Ouen. Bonjour, bienvenue. Bonjour, j'ai une question en particulier pour les agents immobiliers. Quelle est leur part de responsabilité dans la hausse des prix depuis 25 ans, sachant qu'on a fait entre 3x3 et x5, et quand on les écoute, c'est toujours le moment d'acheter, et même si ça baisse, c'est le moment d'acheter, si ça monte, c'est le moment d'acheter, c'est toujours le moment d'acheter.
comme ils sont rétribués à la commission, eux, à la limite, le prix, ils s'en fichent, ils touchent une commission. Et surtout qu'aujourd'hui, on a un taux qui est celui de 2007-2008, 4, 5, et ça, on approche les 6. Et on est à des prix de 2022. Alors forcément, il va y avoir une très très grosse correction à la baisse. Sinon, ce sera pour personne le moment d'acheter. Merci Benjamin. La part des agents immobiliers dans le prix d'achat. Charles Marinakis vous répond. Oui, c'est un vieux débat de savoir si les agents immobiliers sont inflationnistes du prix de l'immobilier ou pas. La réalité, c'est non, parce que vous savez que nous sommes un des rares opérateurs à n'être rémunérés qu'à la transaction. C'est-à-dire qu'en fait, on ne facture aucun honoraire tant que la transaction n'est pas réalisée. Donc, nous n'avons aucun intérêt, si vous voulez, à surévaluer ou à encourager, au contraire, l'augmentation des prix, parce que plus le prix est élevé, plus la probabilité que nous réalisons la transaction est faible. Donc, on n'a pas... Mais plus le prix est élevé, plus vous gagnez sur le prix. Oui, j'entends bien, mais quand vous faites pas la vente, vous gagnez 0. Oui, certes. Voilà. Donc, oui, si vous voulez, un équilibre à trouver entre. Exactement, il y a un équilibre à trouver. Après, ce qu'on a observé, ce qui est inflationniste du prix, paradoxalement, c'est que la baisse des taux, elle a nourri l'augmentation du prix de l'immobilier. Et c'est ça qui est paradoxal. Vous prenez les taux il y a 10 ans, c'était déjà 3,45 en 2013. Et puis c'est tombé jusqu'à 1,2. Et proportionnellement, les prix de cession moyens ont été nourris par la baisse des taux. C'est-à-dire que cette baisse des taux, contrairement à ce qu'on avait pu imaginer, elle n'a jamais réellement profité aux acquéreurs. Elle a toujours profité aux vendeurs qui ont pu, si vous voulez, augmenter leur prix et trouver quand même preneur, puisque ce qu'on ne donnait plus à la banque, on le donnait aux vendeurs. Mais aujourd'hui, les agences immobilières, elles font faillite, on le voit les unes après les autres. C'est difficile aujourd'hui, non, dans votre par secteur. Bonheur, pas toutes. Non, ça durait 21 tiens, mais on voit les... Mais bien sûr, vous savez, c'est les agences fermées les unes après les autres. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce marché, vous l'avez bien rappelé, la filière est sous tension. Toute la filière est sous tension, y compris d'ailleurs les agents immobiliers, dont une partie d'entre eux, malheureusement, ne vont pas survivre à cette tension du volume des transactions. La seule chose, c'est que c'est probablement celles et ceux qui sont arrivés assez tardivement sur un marché qui était attractif depuis 10 ans, avec des croissances à 2 chiffres, et qui ont ouvert leurs agences il y a 6, 8, 10, 12 mois. Eux, ils arrivent en pleine tension, et probablement, malheureusement, ce sera eux qui seront en difficulté les premiers. Mais oui, forcément, il y aura des opérateurs en difficulté. Alors Vincent nous interpelle vivement sur l'application. Arrêtez de vous plaindre, faut arrêter de faire monter la bulle. Le seul problème, c'est le logement social qu'il faut construire en masse par l'État, faire construire en masse par l'État. Ingrid Napi, que répondez-vous à cet auditeur ? Alors, oui, il faut du logement social. En masse, je pense qu'il faut déjà... alors, le logement social, aujourd'hui, subit une crise, notamment du fait de la hausse des taux d'intérêt également, du fait en fait, d'une précarité sociale, donc de plus en plus de jeunes, de plus en plus de ménages qui ne peuvent pas rentrer dans le marché de logement intermédiaire, se réfugient dans le logement social. Je pense qu'il faut surtout développer le marché du logement locatif intermédiaire, permettre à des jeunes actifs de pouvoir se loger. Mais là, on fait comment ? Comment pour développer le marché locatif intermédiaire et éviter que tous ces jeunes qui n'arrivent pas, parce que c'est vraiment le scandale, il est sur les jeunes et qui ne trouvent justement, pas de quoi louer à côté de leur université ou à côté de leur job. Alors ça, c'est les étudiants. Donc non, je ne parle pas que des étudiants, je parle des jeunes qui, après avoir été diplômés, qui sont obligés d'habiter à des kilomètres de leur lieu de travail. Pour cela, et notamment avec une sorte de décentralisation post-Covid, où on voit bien que tout le monde ne veut plus travailler à Paris, on veut travailler également dans d'autres métropoles, dans les villes moyennes. On a bien vu qu'il manquait un marché locatif, vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a aujourd'hui une question de baux, une question tout simplement de rapport propriétaire-bailleur, propriétaire-locataire, un intérêt à louer, non plus à louer, mais à vendre une prestation de service telle que le Airbnb, par exemple, telle que la location de Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir... Tel que le co-living, on n'a pas parlé, mais c'est également aussi une vague les promoteurs se sont engagés sur cette vague de logement. Expliquez ce que c'est le co-living. C'est un peu comme le coworking, c'est-à-dire qu'en fait, vous vendez des nuitées. C'est une sorte d'industrie du tourisme, tout simplement, dans du logement. Donc, vous vendez des nuitées qui sont bien sûr beaucoup plus intéressantes en termes de rentabilité locative. Donc, il n'y a pas de bail. Donc, en fait, on est libre. Il y a une relation libre entre le bailleur et le locataire. Ce qui manque, on le reçoit chez soi, c'est-à-dire on reste chez soi et on paye une chambre. On est hébergé comme chez soi, mais c'est un service hôtelier. C'est comme le Airbnb. Et je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de regarder cela, et c'est en train d'être fait, de regarder que, en fait, le marché locatif intermédiaire, il est atrophié parce qu'une partie de ce parc s'est orientée vers cette industrie du tourisme.
Ou de Vous, dénuité. il faut durcir. Dénuité, en fait, Il faut du durcir court la terme. législation sur Airbnb et Exactement, le surtout que la législation est plutôt favorable aux propriétaires parce qu'ils n'ont pas rénové le Et la logement, fiscalité. la fiscalité est complètement Il différente. faut durcir, oui, vous êtes d'accord. La vous faut aussi. fiscalité remettre est du plus parc. avantageuse lorsque vous êtes hors parc locatif privé de longue durée, ce qui est quand même paradoxal. Alors le gouvernement devait légiférer en la matière, vous avez peut-être raison, si ça se trouve, et là, ils vont peut-être attendre les Jeux Olympiques pour le faire, mais de facto aujourd'hui on sort de ça. Après il y a un problème plus structurel qu'il faut rappeler. Je crois qu'il y a une mauvaise analyse des gouvernements successifs sur la situation du logement en France. D'ailleurs, vous avez vu, on a retrouvé un ministre du logement assez récemment, parce qu'il y en avait plus. Oui. Voilà. En fait, vous savez, ce qui pousse la problématique du logement, c'est la démographie. En 1970, il y avait 50 millions de Français. 50 ans plus tard, en 2020, nous sommes 66 millions. Il faut bien loger 16 millions de gens supplémentaires. Dans le Et même les temps, divorces. exactement. Dans Et le le même temps, vieillissement de la la population. structure du foyer français a évolué. On était un peu plus de 2 personnes par foyer, de 3 personnes Trois. par foyer. On est maintenant un peu plus de 2 personnes par foyer. Donc ça a augmenté la demande de logement par le vieillissement de la population, par les familles monoparentales. Et comme on n'a pas construit depuis 20 ans la quantité de logements nécessaires pour répondre à cette demande, Non, on a construit, mais cette partie de construction a été déviée vers d'autres usages. Ouais, mais vous Non, il savez faut avoir qu'on- le courage de le dire, quand même. on aussi. voulait, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, ça a Ça a été. été réorienté vers le parc privé, je veux dire, de courte durée, non pas sur le Oui. parc privé de longue durée. Mais vous savez aussi qu'en quantité, tout le monde sait qu'il aurait fallu construire aux alentours de 450 000 à 500 000 logements par an. D'ailleurs, la dernière étude de la Fédération française des promoteurs fait état de 450 000 besoins de logements neufs par an pendant 10 ans pour résorber le retard. Dans son édito qu'il consacrait à la crise immobilière, Dominique Seux citait Robin Rivaton qui, pour essayer d'en sortir, parle de construire en ville des immeubles plus hauts, 8 étages au lieu de 6. C'est une idée parmi d'autres, Ingrid Napi. Oui, c'est une idée qui est déjà bien répandue. C'est l'idée de densifier l'existant, à défaut de pouvoir artificialiser et surtout utiliser les sols qui sont artificialisés, parce qu'on le sait bien aussi qu'il faut créer non seulement décarboner, on parle de décarboner l'industrie du logement, mais également créer des puits de carbone, donc par les sols, notamment pour faire face aux épisodes d'inondation qui sont quand même de plus en plus fréquents. Donc l'idée, c'est de densifier l'existant, mais également de bâtir sur des friches existantes. On parle de friches tertiaires, ce sont des immeubles de bureaux qu'on peut convertir en logement, pas tous, mais ça s'y prête quand même aussi. À quel coût, c'est ça qu'il faut regarder. Ou également des friches industrielles. Et comme on parle de réindustrialiser la France, l'idée c'est de réindustrialiser sur les friches existantes. Je vais juste vous poser une dernière question. Reprendre celle de l'auditeur. C'est le moment d'acheter? C'est le moment de vendre? C'est tout le temps le moment d'acheter. Ah bah voilà, Non, mais vous êtes vraiment je- agent immobilier. Oui. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, là aussi, je voudrais revenir à la philosophie originelle de l'achat. En réalité, vous savez, moi, je suis d'une génération où j'ai connu des taux à 10%, 14%. Est-ce que pour autant les gens n'achetaient pas leur logement? C'est pas vrai. Donc c'était un achat, un choix quelque part. Acheter sa résidence principale, c'est d'abord un choix. Après, est-ce qu'on aura les moyens de le faire ou pas? Ce sera tout le débat. Mais... Et C'est le peut-être moment. va-t-on revenir sur l'adage que l'immobilier permet de se protéger contre l'inflation. Oui, c'est aussi. Je crois que personne ne regrette les investissements immobiliers des 25 dernières années. Merci à tous les deux. Merci. Ingrid Napi, Charles Marinakis d'avoir été au micro d'Inter. Il est Merci. 8h46.